Hey guys, je suis ravie, et nous sommes tous ravis d'ailleurs de vous retrouver pour cette troisième de First Talk. Et avec moi, comme tous les lundis, Erwan, ça va? Ça va très bien, Vanessa, et toi? Moi, ça va très bien. Évidemment, on va aussi être avec Thomas, qui lui nous fait découvrir toutes les semaines ses talents de comédien. Ça, franchement, respect. Parce que les larmes, la baguette magique, franchement là. Écoute, quand on se débrouille. Ouais, le cowboy, Moi, je t'aime beaucoup en cowboy. Ouais, c'est vrai qu'on s'amuse bien sur ces petites vidéos Paris, conseils de Paris NBA. Ouais. C'est vrai, on s'amuse bien et vous me faites bien marrer. Au programme du jour, les Nets, le match des Nets face aux Blazers. On parlera aussi du top 5 des MVP et on fera notre débat sur les Knicks. Mais tout de suite, c'est l'actu de la semaine. Bryant on the move with the jumper. He got it! Au menu des news, c'est le retour gagnant de Jrue Holiday, qui lui, on le connaît, hein, qui a l'habitude de vivre souvent des blessures, mais là, ça a été la catastrophe en début d'année. Il a vécu un truc, mais vraiment compliqué. Sa femme était enceinte de leur premier enfant et avait une tumeur au cerveau, évidemment. Maintenant, aujourd'hui, tout va bien. Tout le monde est de retour, et d'ailleurs, lui aussi, pour lui, tout va bien. 2 victoires. 2 matchs, Eh ben, 2 victoires. on est content de le revoir d'abord sur les parquets parce qu'effectivement, tu le disais, Vanessa, c'est quand même une épreuve terrible ce qu'il a traversé quand même. Sa femme enceinte est atteinte d'une tumeur. Mais je pense que ça doit aider à relativiser les choses. Je pense quand on est un joueur comme ça de très très haut niveau. Et son retour sur le terrain d'ailleurs, 21 et 22 points sur ces 2 premiers matchs. 2 victoires pour les Pelicans, c'est assez d'ailleurs assez incroyable et à souligner, 2 victoires de suite. Mais oui, je pense que ça doit l'aider à relativiser les choses, à maintenant se dire bon, c'est du basket, c'est que du sport. Et je vais surtout prendre du plaisir maintenant que ma femme et mon enfant sont safe. C'est sûr que ça doit faire plaisir. Ouais, Hein, ouais, c'est sûr, ça aide à relativiser ce genre de truc. Ouais, non, je suis plutôt d'accord avec vous. Hein. Je vais vous rejoindre complètement. Il j'imagine relativise. C'est compliqué de dire. Ouais, non, l'inverse, non, clairement. Mais bon, on va parler de basket, hein, parce qu'on est là pour parler de basket. Et c'est vrai que depuis son retour, bah, évidemment, 2 victoires. On connaît son talent. Il a quand même été All-Star à Philadelphie. Et là, donc, son premier match contre Portland, 23 minutes, 22 points. Et puis tout de suite une influence dans le jeu et tout ça. Et puis surtout le deuxième match, 30 minutes, 9 passes, 21 points contre Charlotte. Non, c'est vrai qu'on a retrouvé un Jrue Holiday d'abord en Cannes, avec des lunettes. Avant, il n'y avait pas de lunettes. Et puis décisif, quoi. C'est quand même le genre de joueur qu'on attend autour d'Anthony Davis avec Tyreke Evans, des mecs de talent qui peuvent faire gagner des matchs tout au long de la saison. Il y avait besoin quand même de mettre un petit peu de viande autour d'Anthony Davis qui faisait des choses extraordinaires mais qui était quand même un petit peu seul. Justement, est-ce qu'il va pouvoir l'aider, Anthony Davis, qui se sente moins seul? Clairement, fort joueur sur pick and roll, donc déjà à 2 ils vont pouvoir trouver cette relation-là. Et puis voilà, on sait qu'il a quand même de l'expérience avec Philadelphie, ils ont quand même fait des demi-finales de conférence à une époque. C'est un mec voilà, qui va apporter son vécu. Ils en avaient terriblement besoin, les Pelicans, ça va leur faire du bien. Déjà 2 victoires, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin, c'est un petit peu les vacances avant l'heure pour les Pelicans. Pour monsieur Holiday, ouais. Et puis à noter juste, il sort du banc hein, pour l'instant, c'est toujours Tim Frazier et Etuan Moore qui sont dans le 5 aujourd'hui des Pelicans. Mais bon, il le laisse un peu tranquille s'installer. Il va finir les matchs, je pense que... Ouais, de toute façon, c'est un plus fort joueur que ces 2 mecs, hein, Réunis. a priori. Réunis. Ouais. On le rappelle, c'est 4 victoires, 10 défaites aujourd'hui pour les Pelicans. Ça, c'est pas terrible. Ils seront bientôt chez les Hawks, affronter les Hawks. Vrai test, hein, parce qu'ils sont actuellement 2e de la conférence Est. Ouais, ça grosse équipe. Ouais, ça va être... Dans les news, un autre retour important, c'est le retour de Al Horford. Ouais. Ça aussi, ça fait plaisir. Primordial, le retour d'Al Horford, il a été absent 9 matchs. Surtout pour Boston. Hein. Surtout pour Boston. C'est un joueur qui a un profil unique dans cette équipe de Boston. C'est le seul vrai ancrage bas qu'ils peuvent avoir, le seul vrai joueur intérieur qui peut mettre des paniers en post-up. Zeller peut en mettre à l'occasion pour des paniers, mais c'est quand même pas non plus... C'est pas post-up. Voilà, c'est pas du post-up. C'était important, on l'a vu, il a été absent 9 matchs. Et ils ont perdu 5 fois. 5 fois, ouais, c'est ça. 4 victoires, 5 défaites, ils sont donc dans le négatif. Pour commotion cérébrale. Sans Horford. C'est bien qu'il revienne, mais même déjà sur son début de saison, je trouvais qu'il l'utilisait pas très bien. Alors plutôt mal, on peut. Il était souvent en fin de chaîne, à 3 points aussi. Et là, il est revenu à Boston. On a vu ce contre énorme d'abord, mais même dans le jeu, on le retrouve un petit peu proche du cercle. Et ça a permis à ce basket derrière ultime, parce qu'ils jouent beaucoup sur un basket derrière les Boston Celtics, d'avoir un petit peu d'alternance dans le jeu. Ils vont en avoir besoin pour exister dans cette conférence. Je pense malgré tout qu'il va falloir qu'il s'intègre dans ce collectif. Alors on l'a vu dans son retour à Détroit, il met le buzzer beater pratiquement sur une action un peu de, comme s'appelle Marcus Smart, un peu de hustle action. Donc ouais, c'est un retour qui est marqué par une victoire. Donc ça, c'est important pour eux. Maintenant, dans le jeu, alors évidemment, c'est une plus-value énorme pour l'équipe, mais moi, je ne trouve pas encore vraiment établi. Il n'a pas de ballon comme aux Hawks. Non. Il jouait beaucoup de post-up, donc il avait des tirs ouverts à 0 degré, à 3 points et tout ça. Ça fait partie de lui. Mais il n'empêche que là, il faut plus le trouver. Thomas fait une saison de All-Star, clairement. Mais lui, Boston a besoin d'un mec au niveau All-Star, un deuxième. C'est pour ça qu'ils l'ont pris, c'est pour ça qu'ils l'ont payé très cher. Donc là, je suis encore un peu mitigé sur ce début de saison. Mais bon, c'est
sûrement à cause des blessures. Non, mais et le fait qu'il revienne, c'est bien, parce que dans son intégration, c'est ce que tu dis, Thomas. Mm. Mais je te dis, il faut amener de l'alternance. On sait qu'il est capable de tirer à 3 points, mais c'est pas là-dessus qu'on va l'attendre. On a besoin que quand Isaiah Thomas, qui est quand même un petit physique, même s'il fait des choses extraordinaires, quand il va être contesté physiquement, quand on va lui mettre des gros défenseurs dessus sur le rable, eh ben, on va avoir besoin de mettre la balle un peu à l'intérieur, que alors Ford puisse faire souffler Isaiah Thomas sur les fins de match notamment. C'est très important qu'il rentre dans le moule Boston Celtics. C'est comme par hasard, il revient et il fait son meilleur match de la saison. Jusqu'à là, il n'avait pas fait mieux que 14 points. Ouais. Dans l'actualité également, c'est la 7e victoire d'affilée pour les Warriors. J'ai envie de vous demander, les gars, est-ce que, ça y est, ils ont trouvé leur rythme de croisière? J'ai envie de dire oui, hein, comme ça. Alors, il y a encore beaucoup de problèmes, on va en parler un peu, mais c'est vrai que pour l'instant. Donc, ils viennent de gagner 7 fois d'affilée. Donc, Pelicans, Dallas, Denver, Phoenix, Toronto, Boston, Milwaukee. Vous avez le tableau récap des victoires. Donc, alors, c'est un calendrier, admettons, abordable, favorable. Mais ça fait partie d'une saison NBA. Tu as des gros matchs, mais tu as surtout des matchs abordables pour les grosses équipes. Et ils ont réussi à se rassurer autour d'un trio. Alors, sur la série de victoires, Stephen Curry est quand même à 29 points, 6 passes, 50% au tir, 45% à 3 points. Vous avez à côté KD qui est à 26 points, 8 rebonds. Et Klay, enfin, parce que c'est là que je voulais te lancer, Erwan, Klay Thompson, un peu décrit sur le début de saison sur son adresse, là, il tourne à 23,6 points, 52% au tir, 47% à 3 points et 100% à lancer franc, normal pour un joueur comme ça. Donc moi, je me pose la question de est-ce que Klay a enfin trouvé sa place dans cet effectif? On a l'impression, en tout cas, il s'est remis à défendre un peu plus. Et on le sent beaucoup plus concerné. Je trouve qu'il prend des tirs moins compliqués. On l'avait dit les semaines d'avant, il prenait des tirs très, très, très compliqués après une passe, après plusieurs dribbles. Enfin, il forçait un petit peu son jeu. Et là, du coup, il est redevenu un basket un peu plus simple, un basket qui est le sien. Il s'est aussi mis à redéfendre beaucoup plus fort et sur toute la durée d'un match. Et ça change pas mal de choses. Pour son rythme, pour son rythme à lui, ça sûr. change pas mal de choses. Maintenant, oui, ils ont gagné 7 matchs avec un calendrier assez favorable. Belle victoire quand même à Toronto, c'est jamais facile. Et là, d'ailleurs, la suite de leur calendrier, là, ils vont à Indiana. Ils vont 2 fois jouer les Lakers, recevoir Minnesota et recevoir Atlanta, où là, ça sera quand même un test un petit peu autre. Mais oui, c'est une équipe, forcément, de toute façon, dès qu'ils vont trouver leur rythme, et surtout défensivement, et l'apport de Draymond Green, même si dans les stats, ça se voit moins. Est-ce qu'il est le ciment de cette équipe, Draymond Green? Défensivement, c'est sûr, c'est lui qui pousse les coups de gueule. Kevin Durant n'est pas un parleur, même s'il veut se faire passer pour un méchant. C'est pas lui qui va rameuter l'équipe. Steph Curry, c'est pas non plus quelqu'un comme ça. Klay Thompson non plus, c'est plus des taiseux. Draymond Green, c'est la grande gueule, c'est la gouaille, c'est les gars, venez là, on fait le huddle, allez, on se dépouille. C'est lui, ce ciment-là. Alors, c'est que dans les stats, il est en dessous des autres parce qu'il est moins talentueux, mais en tout cas, il a un cœur au moins aussi grand que le talent des autres. Et c'est lui qui, par ses déclarations et par son attitude sur le terrain, fait en sorte que cette équipe trouve un rythme. De toute manière, c'est lui l'âme de cette équipe, hein, on ne va pas l'inventer maintenant. Après, sur les stats, c'est vrai que clairement, il est vraiment en dessous au niveau des points, mais ça reste le meilleur rebondeur, le meilleur passeur, le meilleur intercepteur, le meilleur contreur. Il a quand même, même dans les stats… Il reste en dessous de stats de mecs qui mettent plus de 26 points par match. Ouais, exactement, donc, ça fait quand même un mec à 26, un mec à 29, un mec à 23. Si t'es au-dessus, c'est qu'il y a un gros problème dans cette équipe ou alors c'est du All-Star Game. Non, clairement, Draymond Green, aujourd'hui, c'est le leader charismatique du vestiaire. Voilà, aujourd'hui, il est écouté, il a de la bouteille maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais dans le vestiaire d'abord… Joe Howard à Miami qui était le leader du vestiaire, tu vois, il mettait jamais plus sur le terrain, donc au bout d'un moment, c'est bien mignon les leaders de vestiaire, mais quand les mecs sont… Ils sont en fin de carrière, Joe Howard, voilà, Miami, là, Draymond Green, il est leader de vestiaire, il est leader de défense, c'est le leader, comme tu dis, charismatique de cette équipe. Bon, le coach… Steve Kerr, lui, il a fait quelque chose qu'on n'aime pas en NBA, il a critiqué l'arbitrage. Ça, 25 000. 25 000, tranquille. Voilà, parce qu'il voulait parler de la règle du marché. De marché, D'ailleurs, tu en parlais la semaine dernière. J'en parlais la semaine dernière, Voilà. et c'est vrai qu'il y a toujours on a toujours autorisé un petit peu en NBA les marchés, laisser un peu. Mais là, ça devient ridicule. Il y a des actions qui ne ressemblent plus à du basket, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Donc voilà, le handball, c'est un autre sport et c'est dans un autre pays. Donc au bout d'un moment, qu'on respecte un petit peu les règles, sinon ça ne veut plus rien dire. Après, ce qui est bizarre sur Steve Kerr, c'est que de temps en temps, il a des colères un peu incompréhensibles. Hein. Des fois, il s'énerve. Mec, calme-toi. Gilles de la Tourette. Mais non mais franchement, et ça c'est super bizarre. Alors autant on est d'accord, il y a des marchés qui veulent rien dire, on est d'accord. Il y a même des décisions arbitrales sur les fins de match. Nous, ça nous rendrait fous, clairement, à quel que soit le niveau. Quel que soit le niveau. Maintenant, Steve Kerr, je comprends de temps en temps d'aller un peu chatouiller les arbitres, un peu d'engueuler ses joueurs ou les adversaires. Je comprends de mettre de la vie sur le banc. C'est mieux que d'autres, on en parlera plus tard. Mais il n'empêche qu'il a le droit aussi de se calmer. Il a le droit aussi d'être au-dessus de ça. Bonjour, moi je suis quand même finaliste NBA, champion il y a 2 ans. Là, dans sa déclaration, il n'y a rien de fou. Il dit il y a des gens qui ne voient pas des trucs que tout le monde voit et pourtant ils sont payés pour ça. Non, mais en plus, il reconnaît que ses joueurs aussi font des marchés. Oui, non, mais il n'a pas de problème avec ça. C'est un problème général. Mais quand je parle de son comportement sur le banc,
Je pense Ah, que quand il a ça pété rentre. les plombs, Tu penses vraiment qu'ils lui ont donné 25 000 juste pour ça? Je pense que c'est un truc global. Sur le début de la Pour saison, l'ensemble tu le de son trouves? Pourquoi pas? 25 000, ça me paraît énorme. Hein. 25 000 balles parce qu'il a dit il y avait des marchés. Waouh! Pour nous, hein. Pour Ouais, nous, peut-être. pauvres petits Français. Ouais, voilà. pas pour toi, hein. Moi perso, 25 000, c'est comme ça, je te fais un chèque comme ça, tiens! Ok. Bon, mais il n'a plus de notes pour l'émission, il a déjà fait n'importe quoi. Alors, les 16 que il mange, a perdu. Bon, on a complètement perdu les garçons, mais on va revenir aux rumeurs de transfert. Alors, il va rester, Klay Thompson, il part, qu'est-ce qu'il advient? Ah, c'est une bonne question. Alors, ça a été une rumeur lancée par Brian Scalabrine. Hein, Ah oui, t'as le- plus de notes, comment tu vas faire? Je vais le faire de mémoire, regarde. Le rouquin le plus connu de l'histoire de la NBA, n'est-ce pas, d'ancien de Boston et tout ça. Donc il a dit que Klay Thompson était sur le marché, il y avait des rumeurs avec Boston. Tout le monde a fait « What? Mais pourquoi tu dis ça ?» En fait, directement, le GM, Steve Kerr, le coach, ont démenti en disant « C'est absolument n'importe quoi ». Maintenant, nous, on est d'avis de dire « Il n'y a jamais de fumée sans feu ». Il n'y a jamais de fumée sans Eh feu. ouais, Il y avait quand même un cas assez compliqué en début de saison avec Klay Thompson qui semblait pas très heureux dans ce nouvel effectif des Warriors. On vient de le dire, ça va un petit peu mieux, mais ça. C'est juste une. C'est un peu étonnant. Alors, info intox, la limite est parfois très très fine. En tout cas, s'imaginer Klay Thompson être transféré, ça aurait été une Coup de poignard petite dans le dos catastrophe. aussi, ouais. Au niveau de l'image, en tout cas, ça aurait été une catastrophe. Bon, pour l'instant, tout va bien aux Warriors. 11 victoires, 2 défaites, donc Oui, ça, oui, non, mais- Oui, tout ça va va. bien. Ils seront Ça au va. rendez-vous, les amis. Voilà, Ouais, tout ouais. va bien. Pour finir, cette quatrième petite news, c'est la 4e défaite de l'Utah Jazz. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bah, Ouais, plus bah, grand-chose. il fait froid, visiblement. Georgie il est blessé. Favors aussi. Et ça leur fait énormément de mal parce qu'on sait que leur problème l'année dernière, c'était les meneurs. C'était sur le problème de la main. Là, ils ont pris Georgie, même si j'étais pas convaincu, n'est-ce pas Thomas, qui fait un début de saison énorme, limite même un début de saison All-Star. Hein. Plus de Même 20 si, points, ouais. même si dans la conférence Ouest, il y a beaucoup de concurrence. Et là, il est plus là. C'est un petit peu le bordel dans C'est la le désert, baraque. ouais. Il y a un peu le bordel dans la baraque. La baraque. Et en parlant de baraque, il y a Baba qui fait pas non plus sa meilleure saison, qui est un petit peu transparent sur ce début. Bois du café au Voilà, cave, Rudy Gobert ouais. qui est un peu up and down. Sinon, c'est une équipe qui se cherche complètement encore. Ouais. Ouais, donc encore, rien n'est sauvé, Non, rien rien n'est... n'est Non, Rien n'est fait pour- faut qu'ils finissent dans les 8 premiers, mais Ouais, objectif playoff, c'est déjà bien. objectif playoff, mais on voit qu'ils vont dépendre énormément des blessés. Voilà pour l'actu, on passe au débrief du match. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Après une série de 3 défaites, les Blazers sont allés s'imposer à Brooklyn. Alors, ils ne sont pas allés s'imposer, ils sont allés fumer les Nets, littéralement. 129-109. Bon, la faut appeler un chat un chat. Il y a eu un match qui a duré à peu près une mi-temps, un match d'attaque, une première mi-temps d'attaque, vraiment, où la défense et Davavran n'étaient pas Moi, je me invités. suis régalé, Ils sont restés coincés à l'entrée. Et derrière, dans le troisième quart-temps, ils ont complètement explosé les Nets, qui sont... on va commencer à parler un petit peu des Nets, non, si tu, Oui, si pourquoi tu veux. pas, pourquoi pas. Tu vois, on parlait hier de cette raquette Brook Lopez et Devin Booker. C'est pas mal, ça a de la gueule. De Trevor. Trevor, pardon, parce que Devin Booker dans la raquette, c'est un peu chiant. Trevor Booker, c'est pas mal, assez complémentaire en plus. Poste 3, Bogdanovic, c'est pas mal aussi, vrai poste 3. Solide maintenant. Et solide. par contre, le problème, c'est que Jérémy Lin étant blessé sur les postes 1 et 2, derrière, on redescend à un niveau régional 2. Et là, c'est très, très compliqué. Non, mais c'est vrai, hier, sur le poste de meneur et deuxième arrière sur la création, j'ai trouvé les niveaux des Nets dramatiques. Bah, d'ailleurs, c'est notre stat de la stat du match. Hein. On peut la sortir maintenant, vu Ouais. que c'était drôle. Vas-y, Vanessa, si tu veux. Eh bien, Non, c'est que je l'ai pas que ça marche. Vas-y, Donc, parce alors, que tu as donc les arrières, cumulé ouais, tes excuse-moi. Ouais, non, ah ouais, parce en fait, en regardant le match, on s'est fait cette réflexion. Mais ils sont nazes, donc on va les citer. Hein. Monsieur Whitehead, Kid Patrick, Randy Foy, qui est quand même un mec référencé en NBA, et Yogi Ferrell, notre ami qui est là avec nous tous les matins. Donc 4 sur 38 en cumulé au tir, 2 sur 12 à 3 points, 19 points pour 6 passes pour ces 4 joueurs qui ont du temps de jeu et des responsabilités. Et ben c'est catastrophique. Et il est là le gros problème des Nets. Tu l'as dit, moi Jérémy Lin, c'est un joueur établi en NBA, qui a fait une grosse saison l'année dernière en tant que 6e homme. Ils l'ont pris pour être dans le 5. Je pense que quoi qu'il arrive, il step up. Et ce qui compte, tu vois, c'est de progresser d'année en année. Avec lui, il progressait, le mec n'est pas là. Et ben, ils ont personne derrière et tu peux pas gagner un match avec des mecs qui font des stats comme ça. Mais en NBA, aux États-Unis, donc le pays du basket, qui génère un nombre de meneurs de jeu incalculable, on peut pas trouver mieux que ces espèces de 4 pimpoys qui font du 1 contre 4, tête dans le guidon, mais pour les 100 têtes, horrible. Mais hier, ils ont fait des trucs horribles. T'as quand même Randy Foy qui met des petits jeux. Randy Foy, je le mets à part. Randy Foy, je le mets à part. Parce que il comme est tu dis, dedans, c'est un hein. joueur établi. Mais les autres, c'est qui ces gens? D'où ils sortent? Non, mais c'est d'une tri. En Ouais, c'est NBA, triste. on peut pas les chercher.
On peut pas aller chercher d'autres joueurs. Après, que ça. on est Y a super pas- dur regarde, sur le match d'hier. On est Portland, super dur parce que sur la saison, tu vois, c'est Chez les solide. Trail Blazers, t'as des mecs comme Shabazz Napier qui joue pas aujourd'hui, un mec comme Shabazz Napier qui est pas une star, mais je le prends tous les jours chez les Nets dans un rôle de meneur un peu distributeur. Là, t'as une voiture un peu, t'as une 306 à GTI, tu vois, mais seulement t'as personne qui sait la conduire. C'est un adolescent qui se bat conduire derrière comme ça, une mamie, un truc comme ça. C'est vrai, actuellement, ils sont 13e de la conférence Est. Ouais, mais de toute façon, ils étaient. Du fond, quoi. Bah, le truc, c'est qu'ils n'étaient pas attendus en playoff ou je Non, sais pas ils quoi, faisaient des mais en revanche, Ils ils étaient étaient non seulement accrocheurs, mais solides. Alors, on peut parler vite fait de Brook Lopez qui se place dans les meilleurs pivots de la ligue, qui Clairement. chute à 3 points comme si c'était Klay Thompson. Moi, il me fait rêver depuis le début de saison, ça me fait bien marrer. Un mec de 2,15 quand même, comme ça, capable de tirer, ça donne des frissons. Mais ouais, non, c'est l'équipe solide. C'est l'équipe solide. Ils passent à côté de leur match hier, mais ça fait partie de toutes ces équipes qui ne visent pas grand-chose. Donc forcément, de temps en temps, ils vont prendre des roustes. Ce qui est plus problématique, c'est qu'on c'est un coup à prendre face à Portland qui était un peu down avec les 3 défaites dont tu as parlé. Donc ça fait 3 défaites, t'arrives, t'es à domicile un dimanche, tout le monde regarde. C'était le moment peut-être de prendre ce match-là. Bon, est-ce qu'il y a au moins un joueur qui est sorti du lot? Ouais, Brook Lopez. Rassurez-moi. Non, mais Brook Brook Lopez et Bogdanovic, c'est de très très haut niveau. Bogdanovic, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même l'un des meilleurs postes 3 de la ligue. Hein. Oui. Non, mais derrière les superstars, c'est quand même un mec, tu le mets dans n'importe quelle équipe, il va faire des choses. Il met des légère enflamme, très fort, solide, disons. tu vois, un mec, les Clippers qui n'ont pas de poste 3 de prix, moi, tu vois, on loue Mba Mouté, les talents de Luc Mba Mouté. Oui, d'accord, mais lui, il fait les deux. Tu vois ce que je veux dire, c'est quand même, c'est pas dégueulasse. J'aime beaucoup Bogdanovic. Maintenant, Mais top quand je dis 3. l'un des meilleurs postes 3 en dessous, après les superstars. Ok, après Voilà. les 20 premiers meilleurs joueurs, oui, c'est sûr. N'importe quoi. Bon, et alors du côté Portland? Ouais, côté Portland, donc c'est plus intéressant quand même. Allons du côté de Damian Lillard, qui, hier, donc c'était un match serré. Moi, il y a un truc qui m'étonne sur la première mi-temps notamment, c'est que ça défend pas chez les Blazers. Et ça, c'est un truc qui est rédhibitoire si tu veux viser les premières places de l'Ouest. Là, aujourd'hui, quand les mecs sont... Alors, hier, McCollum est très fort, on va en parler après. Mais quand les deux stars ne mettent pas leurs 50 points par match, eh ben, faut bien se reposer sur autre chose. C'est au moins la défense. Et là, ils défendent pas. Ça, on se l'est dit aussi hier, non ? De toute façon, ils défendent pas et dès qu'ils sont dans le dur, ils ont tendance à exploser. Donc hier, les Nets n'ont pas pu leur offrir une opposition digne de ce nom, mais on les a vus exploser chez les Clippers, on les a vus exploser face à Chicago à domicile. Dès qu'ils sont contestés comme ça et que Lillard et McCollum ne rendent pas des paniers incroyables, c'est pas qu'ils perdent de 3 ou 4 points, ils explosent complet. Ouais. Et hier, Evan Turner est très bon dans ce match-là, avec 19 points voilà. à 8 sur 12 au tir. Mais C'est voilà. le premier match de Voilà. Evan Turner en tant Mais même que temps, vraiment lieutenant. C'est Quoi. compliqué de trouver sa place pour ce mec-là. T'imagines, tu es derrière McCollum et Lillard qui génèrent quasiment toutes les possessions de l'équipe. C'est très compliqué pour un mec comme ça qui lui aussi a besoin de la balle pour créer un petit peu de jeu. Et derrière, c'est très pauvre. Aminou hier était pas là, mais c'est pas non plus le plus grand des scoreurs. À l'intérieur, c'est des besogneux, c'est des mecs vaillants. Qui ont un peu de talent, mais sans plus. À quoi, peine, ouais. pas assez en tout cas pour le coup, pour l'instant, les Blazers ne vivent et ne survivent presque qu'à travers les exploits de leurs lignes arrière. D'ailleurs, l'homme du match, c'est CJ McCollum. Ouais, clairement. Donc 33 points. Puis on a trouvé. En fait, il confirme tout ce qu'on pensait de lui l'année dernière. Donc vraiment un potentiel scoreur. Vraiment. Là aujourd'hui, quand je le vois hier, je me dis que. Ouais, ce gars-là, c'est un All-Star en puissance. Il joue facile, il transpire pas, il met des crosses, il met des lay-up and one, il met des T-jeux. Tu vois, il est en train de profiter de tout ça. Quand il n'est pas contesté comme ça, quand C'est on le laisse comme jouer, beaucoup de joueurs, parce que hier il met des paniers. Non, mais c'est là où on veut voir, et on en avait parlé un petit peu avec Steph Curry, ce qu'on aime voir aussi, c'est ces joueurs talentueux. Lui, il met des paniers les hier, il est dans un soir, il met des paniers les yeux fermés. C'est incroyable, de loin, à mi-distance, en truc. Mais quand tu regardes le match face à Chicago, le match face aux Clippers, c'est plus CJ McCollum, c'est CJ McGollum, tu vois. Parce qu'il est au bout. Non, mais c'est ça, il aime pas. Et c'est ça, au bout d'un moment, qu'est-ce qui fait que Steph Curry a perdu un titre parce qu'il aime pas ça. Ouais. Et au bout d'un moment, je veux les voir, cette équipe-là, quand elle est contestée physiquement, j'ai envie de voir les mêmes paniers, mais avec dans le dur. Tu serais en train de dire que ce gars-là, dans les années 90, ne mettrait pas plus de 20 points par match. C'est Le vieux débat horrible. C'est un magnifique joueur et tout, mais de manière générale, j'ai envie de voir Portland évoluer dans le combat. Voilà. Bah justement, Portland se déplace chez les Knicks demain et il me semble mercredi à Cleveland. Comment ils vont s'en sortir alors? CJ McCollum, il va down? Alors, ça va être deux bons tests. Déjà, chez les Knicks, on va en parler tout à l'heure, hier, qu'on fait certainement leur meilleur match de la saison face aux Hawks. Et puis à Cleveland, ça va être un vrai test. Même si gagner, ça va être compliqué, mais au moins faire bonne figure, être dans le combat. On sait qu'à Cleveland, autour de LeBron James, ça va lutter à l'intérieur. Il est Tristan Thompson et tout. S'il y a du combat là-bas, il faut qu'ils soient dans le combat. S'ils explosent encore de nouveau à Cleveland, il y aura vraiment des soucis à se faire pour les Trail Blazers, qui, au demeurant, proposent un basket super sympa à regarder. Ouais. Victoire donc de Portland chez les Nets cette nuit. Et donc maintenant, nous, on passe au débat.
Il a été le coach des plus grands noms de la NBA aujourd'hui, les présidents des Knicks. Il s'appelle le Zen Master, Phil Jackson. Est-il le fiasco de New York? Mais avant de passer au débat, j'ai envie de vous demander, les gars, le mot posse, que s'est-il passé entre LeBron et... il faut faire attention. Posse entre LeBron et le Zen Master. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas trop. C'est une vieille histoire que Rick Spoelstra, que Pat Riley a fait remonter à Phil Jackson. C'est un peu... Bon, voilà, c'est des discussions en off de couloir qui sortent dans la presse. Il y a deux quand même générations. Alors, on va pas excuser les propos de Phil Jackson, loin de là. Mais après, c'est deux générations. Parce que Posse a une connotation très négative. Posse, c'est vraiment le crew, c'est toi et tes potes et machin. Ça a même, dans certains cas, une connotation limite raciste, limite. Donc là, c'est pas le propos, mais voilà, il fallait juste le dire. En fait, il reprochait à LeBron James d'être tout le temps... De vouloir avoir ses aises. Voilà, de toujours avoir ses aises avec... Pardon, mais ça, tout le monde le sait. Hein. Oui, LeBron aime être entouré de sa cour, parce qu'il y a vraiment une cour, tous ses potes d'enfance, sa famille et tout ça. Une fois qu'on l'a accepté, c'est pas grave. Ce qui est très bizarre, c'est qu'il le ressorte maintenant. Il avait déjà dit dans son livre en 2004 en disant un mec de 19 ans qui a autant de gens autour, c'est bizarre, machin. Le problème, il est là. C'est une deuxième fois dans une interview qui n'a aucun rapport a priori. Ils viennent sortir ce truc-là. Bon, passons, c'est pas grave. Oui, passons, parce que de toute manière, c'est une fausse histoire. Enfin, il a perdu le respect de LeBron. Est-ce que c'est vraiment très grave? Je suis pas sûr. Hein. Alors revenons au bilan de Phil Jackson aux Knicks. Qu'est-ce qui se passe actuellement? 6 victoires, 7 défaites. C'est quoi? C'est compliqué? Le démarrage est compliqué. Il attaque sa 3e saison en tant que président du basket des Knicks. Le démarrage est compliqué. Il y a eu deux premières saisons. Il a eu déjà beaucoup de mal à trouver un coach. On se souvient qu'avant que Steve Kerr signe chez les Warriors, sur le premier choix de Phil Jackson, c'était Steve Kerr qui n'avait pas voulu venir. Il a pris Derek Fisher, mais presque un peu comme un second choix. Il a toujours eu du mal. Il a toujours eu mal à trouver le coach dont il avait envie. Après avoir coupé Derek Fisher, il a mis Kurt Rambis. Il s'est presque tâté de le laisser cette année, mais tu vois, c'était encore par défaut. Et même, il a signé Jeff Hornacek, et on n'a pas l'impression non plus que c'était un choix de cœur. Ouais, non, mais je suis plutôt d'accord. En plus, ce qui était bizarre, c'était que il y avait. Pas mal. Ce qui était cool, c'était l'affiliation entre Phil Jackson et ses nouveaux coachs. Donc, Derek Fisher qui allait appliquer le triangle. En fait, Derek Fisher n'avait plus envie d'appliquer le triangle. Donc, il s'est fait dégager. Oh, 4 ans bis, c'est quand même l'affiliation, machin. Il a toujours. Mais finalement, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, il a trouvé une petite place dans le staff, notre ami Kurt Rambis. Mais on arrive à cette saison et cet été, ils font quand même de gros changements en se disant voilà, on n'a pas de choix de draft, on a peu de cap, il va falloir qu'on tente des trucs. Ils font quoi? Ils signent Joakim Noah. Ils ont raison, il leur fallait un pivot. Ils avaient dégagé Robin Lopez. Voilà, très bien. Ils font signer Derrick Rose, star, MVP, voilà, et on va faire parler de New York. Évidemment, il fallait le faire, moi, ça ne me choque pas. Maintenant, le truc, c'est que Courtney Lee et tout ça, je les passe, mais bon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un manque, clairement, sur l'alchimie d'équipe. Moi, je ne retrouve pas, il n'y a pas d'identité dans cette équipe. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu regardes un match, tu dis, ah, ça, c'est une équipe qui joue bien au ballon, ou c'est une équipe qui se tape en défense, ou il se passe Pour l'instant, il n'y a rien. Hier face aux Hawks, pour l'une des premières fois, avec la victoire à Chicago, mais finalement, avec le recul, on se rend compte que c'était plus Chicago qui était passé à travers du match que les Knicks avaient fait un match énorme. Hier, la victoire, ils ne la doivent qu'à eux. Ils ont fait vraiment un gros match face à une équipe des Hawks, en plus, qui est en pleine forme. Et pour corroborer ce que tu es en train de dire, Thomas, c'est que 22e attaque avec 102 points, un peu plus de 102 points marqués, 21e défense avec plus de 106 points encaissés. Voilà, il n'y a pas une grosse défense établie, il n'y a pas une grosse attaque établie, il y a encore beaucoup d'isolation pour Melo. Par fulgurance, il y a des bonnes choses autour de Kristaps Porzingis et on sent que quand Joakim Noah n'est pas là, hier il était malade, même s'ils ont fait un bon match, il manque cette qualité de passe qui peut amener dans le jeu. Justement, les Knicks, ça fait à peu près, on va dire, 15 ans que c'est compliqué. Est-ce qu'on peut déjà les condamner? Bon, on ne condamne jamais personne, parce que ce qui est dingue, c'est que là, tu vois, on en parle un peu en disant les Knicks, c'est pas top et tout, mais ils sont dans les 8 à l'Est. Donc c'est ça qui est bizarre, c'est que, en fait, eux, ils sont pas top, mais le niveau global de la NBA n'est pas top. Donc, dans cet environnement un peu moisi, disons, des équipes moyennes. Elle est moribonde, l'époque en ce moment. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes entre deux eaux, bonnes mais pas bonnes, qui peuvent faire des perfs, qui peuvent faire des séries négatives et positives. Et les Knicks en font partie. Donc, on va pas les enterrer, on va pas dire que c'est complètement foutu. Par contre, il y a des mauvais signes. Alors hier, comme par hasard, ils sortent leur meilleur match. Mais moi, sur le début de la saison, donc je vous parlais d'identité, l'équipe est beaucoup trop irrégulière pour une équipe qui devrait être établie. C'est-à-dire qu'ils ont ramené des stars. C'est pas une équipe de genoux, c'est pas Phoenix. D'accord, mais
veux dire? là où je suis pas d'accord avec toi. Tu dis qu'il devrait déjà être établi. Nouveau coach, Non, mais Thomas, attends, établi, je te parle juste d'avoir des. Tu vois, Ouais, on se dise, ah, il y a un truc, il y a un cap. Et là, il n'y a pas de cap. Regarde, Jeff Hornacek était un coach à Phoenix qui, la première année, avait des résultats avec un basket entièrement derrière. Aujourd'hui, ta star, c'est Melo, ta star, c'est Porzingis qui fait 2-20. Au bout d'un moment, tu peux pas avoir ce même basket-là. Peut-être que pourquoi ils l'ont pris alors? Moi, je veux bien, mais. D'accord, mais alors peut-être qu'il faut aussi laisser du temps. Ça fait un mois et demi. C'est pour ça fait qu'on un mois les et demi. condamne pas. Moi, je vais être beaucoup plus positif que toi, mais ça ne sera pas une surprise. Le fait de faire venir Jennings en 6e homme, ça se passe très bien. Lui est en train de s'établir clairement dans son rôle-là. Ouais. Il est beaucoup associé à Derrick Rose, donc, et on retrouve ce basket derrière. Parce que leur seconde unité est rincée aussi. Et c'est peut-être là, parce que leur banc aussi est rincé et qu'il a tous les ballons. Pas tant que ça. Kuzminskas fait de plus en plus de choses. Ok, d'accord. Oui, d'accord. Hernan Gomez est en train de faire des choses l'année dernière. Donc c'est ça un bon NBA aujourd'hui en disant. Mais attendez, vous voulez quoi? C'est ça que je comprends pas. Je sais pas, tu t'attends quoi d'un bon NBA d'avoir que des mecs prétendent être All-Star? Aujourd'hui, Jennings sort du banc, il est bon. Hernan Gomez, il prend des minutes, il est bon. Hier, il tient la dragée à Dwight Howard, il est très bon. Il a été aussi bon à Washington dans la défaite. Kuzminskas, il sort du banc sur un poste 3-4, il amène beaucoup de justesse dans le jeu. Je te trouve très dur. Tu vas citer 3 joueurs. Je roule l'idée, mais des paniers. Je roule l'idée, Justin Holiday, Justin mais des paniers. Le banc, c'est pas le pire banc de la NBA, loin de là. C'est pas non plus le meilleur. Non, mais là aujourd'hui. Moi, je te dis que c'est pas. Est-ce que t'attends que le banc d'Enix soit le meilleur? Non, justement, mais c'est bien pour ça. L'axe de progression. L'axe de progression, c'est qu'aujourd'hui, on trouve une identité. Je pense que le basket que pratiquait à Phoenix Jeff Hornacek ne peut pas fonctionner à New York. Ouais. Il se cherche encore, mais je trouve qu'il y a des bonnes choses. Ils prennent des matchs, ils sont dans les 8. Voilà. Mais il faut arrêter de croire quand vous en venir des Noah et des Derrick Rose et des Courtney Lee, on va tout de suite arriver avec « Oh oui, on est dans le top 4 ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je pense que cette équipe va progresser de plus en plus et qu'elle sera largement dans les 8 à la fin de la saison. Bah justement, regardons ensemble les statistiques de cette équipe. Tu disais tout à l'heure que c'était une équipe sans identité. Ben oui, Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est ni une très bonne attaque, ni une très bonne défense, ni... Moi, mon gros problème, c'est pas que ça mette du temps à se mettre en place. Évidemment, on va leur laisser du temps. De toute manière, ils sont dans les 8, ça passe. Le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de cap. Moi, j'ai besoin de voir un cap. Je regarde les matchs, je me dis, ah, cette équipe a un cap. Le coach a donné des indications aux joueurs. Ça se voit que tout le monde va dans le même sens. Voilà, j'en demande pas plus. Même ils pourraient perdre des matchs, mais en tout cas, tu vois, que le cap soit respecté, je me dirais d'accord, ok, ça marche. Donc voilà, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas d'identité, mais heureusement, hier, ils ont fait leur meilleur match, donc on va leur passer dessus. Quelle est l'influence du coach Jeff Hornacek, finalement, justement, dans son équipe? Pour l'instant, il y en a peu. Il y en a peu, voilà, moi je crois que... Moi j'ai une technique. Ah. Peut-être qu'il devrait leur apprendre à se caresser 3 fois à la joue avant les tirs à 3. Bah ouais, c'était son style distinctif. Peut-être que ça, au lancer franc du moins. Peut-être que ça va changer quelque chose, non? Je suis pas sûr. Non mais plus sérieusement alors. Mais moi Thomas, je te trouve dur. Je demande un cap, je te demande pas de gagner des matchs. J'entends bien, mais si, moi je lui demande de gagner des matchs. Pour l'instant c'est ce qu'il fait, plus ou moins. Ouais. Mais il en gagne des matchs. Les Knicks sont clairement dans la course pour l'instant dans les 8. Ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on croit. Je pense qu'on fantasme un petit peu sur le fait de il y a ça, ça doit cliquer. Et puis je crois de plus en plus que c'est compliqué de bosser pour Phil Jackson quand on est coach, d'avoir une vraie relation avec lui comme Pat Riley pouvait avoir avec Eric Spoelstra par exemple. Je crois que c'est très compliqué de bosser avec Phil Jackson qui a été un grand coach avec des grands joueurs, mais qui dans son rôle de président pour l'instant est loin d'être exempt de tout reproche. On se souvient notamment du transfert, il avait transféré J.R. Smith et Iman Shumpert. Aujourd'hui on imagine J.R. Smith à l'époque c'était plus ou moins normal. C'était un hype plus que voilà, sur le terrain. Mais Iman Shumpert il l'avait regretté. Ça fait partie aussi de ses mauvais choix. Après, à son crédit, on peut mettre aussi quand même la draft de Kristaps Porzingis, sifflé. Ça a été les bons coups. Donc aujourd'hui, voilà, il a alterné des bons coups, des mauvais coups. Mais je crois que cette équipe aujourd'hui, en tout cas sur le papier, elle a de quoi faire des choses. Jeff Hornacek n'est pas un grand coach pour l'instant. C'est pas non plus une énorme pipe. On est loin d'un Mike Brown, par exemple, tu vois. Donc je crois qu'il faut vraiment leur laisser du temps. Porzingis, c'est un mec de 2-20. Il faut qu'il s'établisse aujourd'hui. 19 ans, je crois. Ouais. Melo aujourd'hui, il y a le cas Melo à gérer aussi, qui est une superstar, qui est en contrat jusqu'en 2019. Comment le gérer? On sait très bien que ça ne sera jamais un LeBron James ou un Kevin Durant, mais avec son talent, on peut faire des choses autour de lui. Moi, je crois que l'avenir, vraiment, est un peu plus clair depuis. Ça fait bien longtemps qu'il n'a pas été aussi clair. Autre star de ce début de saison de cette équipe, c'est Derrick Rose qui fait un très bon début de saison. Très bon. En fait, alors déjà, il est revenu en jambes. Et ça, c'est peut-être là-dessus qu'on attendait le plus. Il arrive à enchaîner des matchs. Il arrive à être plutôt performant. Après, voilà, c'est à l'image de son équipe. C'est le meneur de jeu. Ah, comme par hasard, il est régulier, son équipe aussi. Oh, waouh, incroyable. Donc voilà, dans les axes de progression, il y a évidemment la régularité de Derrick Rose qui prend des valises en défense. Moi, pour l'instant, je le trouve de ce côté-là du terrain un peu cata. Mais je me dis qu'avec son tir arbalète, là, une fléchette dégueu, là, et ses cannes, il arrive à s'en sortir parce que c'est un joueur d'attaque, il aura toujours ça.
Il force un peu parce qu'il a envie de revenir, il pense, tu vois, c'est ça le gros problème, c'est que... Il force comme un tu vois, bon mec à la c'est là, par exemple, soirée, tu sais, tu vois ce genre de mec. En gros, des fois, il fait des Un forceur, quoi. Non, mais il faut un forceur, il fait des 1 contre 3, des fois, tellement vilain. non, mais voilà, moi, en fait, il a l'impression d'être toujours le même joueur, j'ai l'impression. Tu vois, c'est normal, t'as un ancien MVP, t'as l'impression d'être... Maintenant, j'aimerais qu'il soit plus comme Tony Parker en fin de carrière, plus dans la gestion, à faire des passes. Pas le même QI basket, hein. Ouais, enfin, c'est quand même un mec qui a tourné à 8 passes par match, donc je me dis pourquoi pas devenir un peu plus gestionnaire, mais juste un tout petit peu, tu vois. Il y a une part infime de lui qui doit le lâcher. Accessoirement, son coach était un deuxième arrière qui pouvait jouer aussi un peu meneur, avec une vraie culture du jeu, avec un vrai sens du jeu. S'il n'est pas impossible qu'il puisse lui donner un peu de 3 billes pour se réinventer un petit peu, parce qu'on sait dorénavant que Derrick Rose doit se réinventer. Mais je te dis, c'était déjà, il peut jouer, il est en canne. Tu regardes le bilan de cette équipe, tu regardes l'axe de progression qu'ils ont, parce que c'est une équipe finalement nouvelle, tu regardes leur bilan, et ouais, ça va, hein. Pour moi, honnêtement, je signe tout de suite. Hein. Bah là, à 13 matchs, il est à 15,8 de moyenne en points, et la saison dernière, à 13 matchs, il était à 13,4. Non, mais c'est vrai finalement, c'est moins catastrophique que ce qu'on pourrait croire. Non, clairement, il est mieux, et puis voilà, on voit quand même c'est assez complet, hein, parce que 5 passes, 4 rebonds. Non, évidemment, d'un point de vue des stats, oui, mais est-ce qu'on s'arrête aux stats ou on analyse un peu plus loin? Et quand on analyse un peu plus loin, bah c'est pas si représentatif que ça, finalement, ces stats-là. Je suis pas d'accord. Bah, je suis pas d'accord. Oui, je suis pas d'accord. Je trouve vraiment qu'il pèse sur le jeu. Alors, par moments, il force, comme on a dit, mais c'est quand même un mec, quand il a la balle, tu sais qu'il peut se passer des choses. Et autour, il y a du monde. Bon, du côté Frenchie de chez les Knicks, Joachim Noah, bon, il est un peu malade, là, mais sinon, à part ça, comment ça se passe? C'est compliqué, ça fait 2 ans qu'il n'a pas enchaîné les matchs. Voilà, Joachim Noah aujourd'hui, c'est une pierre angulaire dans le système et tout ça, mais comme il manque des matchs, tu l'as dit, c'est compliqué de le juger pour l'instant. Il n'est pas à 100%, même s'il est mieux. Tu vois, ce qui est dingue, c'est qu'il sort de 2 ans catastrophiques. Là, il rate des matchs, mais il est mieux que sur les 2 dernières années. Donc, il faut être positif avec Joachim Noah, qui je pense, on l'attendra, s'ils vont en playoff, c'est là-dessus qu'on l'attendra beaucoup plus. Il a retrouvé des jambes, j'aimerais bien qu'il retrouve des mains, voilà, en gros. Ouais, c'est clair, mais t'as des raison. mains pour marquer quelques petits paniers, des petits hooks main gauche qu'il le retrouve, quelques trucs, c'est clair. On en a parlé tout à l'heure, est-ce que Melo rentre dans les rangs, lui? Ouais. Melo, en fait, il a une espèce... Melo, il a... Tu sais, c'est cette espèce de fille qui est de Miss Monde, tu vois, magnifique, mais à qui t'oses pas dire qu'elle dit n'importe quoi. Tu vois, c'est un petit peu ça. Il a cette espèce de totem comme à Koh Lanta où tu peux rien lui dire parce qu'il est élégant, parce qu'il a un talent énorme. Mais finalement, Melo, oui, c'est un peu de déception. Et aujourd'hui, il ne faut plus en attendre ce que peut faire un LeBron James ou un Kevin Durant. Il a toujours été... Parce que là, j'ai l'impression qu'il est encore plus lourd que d'habitude. Aujourd'hui, je pense qu'il faut penser à utiliser Melo de la meilleure des façons. C'est quoi, que du scoring? Peut-être. Tu vois, moi je crois que finir les matchs. L'année dernière, on disait finir les matchs. Oui, enfin Melo, plus rassembleur, fait des passes, fait jouer. Au bout d'un moment, Melo a plus de 30 ans, il tourne à 22 points, donc ça reste très sérieux. Mais c'est un finisseur limite exclusif. Alors pourquoi ne pas lui laisser mettre 26-27 points, aller prendre des rebonds, se battre, aller sur une des lancers francs et laisser le jeu de passe aux autres? Le problème, c'est que tu as Derrick Rose à côté qui fait pas de passe. Bref. Mais tu vois, je me dis que Melo, tu le mets poste bas, tu fais l'isolation parce que c'est quand même là-dessus qu'il est le meilleur, tu fais du pick and pop, voilà, et puis il va mettre des tirs parce que c'est là qu'il est bon. Mais moi, je te lâche là-dessus, je te rejoins complètement. De toute façon, il faut faire avec ce mec-là qui est en contrat, on l'a dit, jusqu'en 2019. Et sa dernière année, c'est quasiment 30 millions, il me semble. Mais normal, donc, après, voilà. Donc il aura une player option, on imagine que de toute façon. C'est toujours moins que Michael May. Hein, il la fera jouer, c'est sûr. Maintenant, non, Melo, tu es obligé de l'utiliser. Mais effectivement, je pense finir les matchs, c'est important. Et mettre peut-être un système défensif pour le protéger, le planquer le plus possible. Ouais. Mais après, on sait que Melo, il peut avoir des crises terribles, mettre des paniers incroyables et faire gagner des matchs. Il est entouré. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Carmelo Anthony entouré comme ça. Finalement, qui est le meilleur joueur de cette équipe? On peut dire Porzingis? Le plus gros... Non, ça reste Melo. Aujourd'hui. Sur le talent intrinsèque. Après, dans l'évolution, certainement que Porzingis, quand on le voit hier, être capable de défendre sur Paul Millsap, qui est beaucoup plus petit que lui, se tirer la bourre avec l'un des meilleurs postes 4 de cette... Parce que même s'il est pas très... Il est un peu sous-estimé, Paul Millsap, ça reste un fort bagarreur. Il y a un fort joueur. Mais hier, il arrive à lui tirer la bourre dans un registre de 4 au large, en plus, lui qui est très grand. Donc oui, il y a... Après, oui, franchement, on peut se poser la question qui est le meilleur. Pourquoi aujourd'hui, on pourrait pas dire... Moi, le mec qui vient qui me dit Porzingis, c'est le meilleur joueur de New York, je peux lui dire, ah gros, tu t'arrêtes, tu dis des conneries et tout. 20 points, 7 rebonds. Deuxième année NBA, beaucoup de potentiel, peut mettre des tirs, met des dunks très grands. Peut-être qu'un jour, d'ici 1 ou 2 ans, ce sera lui, non seulement la figure, mais dans le système de jeu, ce sera que lui. Ce sera lui à 30 points. C'est même quasiment ça, on en reparlera, parce que toi qui as Melo à côté...
Tant qu'il y a Melo à côté, ce sera pas lui, j'imagine, dans l'esprit. Non mais Melo, après Melo, il a 10 ans derrière lui, il a 4 médailles d'or olympiques, il a... C'est même pour ça que je dis ça. Mais peut-être qu'intrinsèquement, c'est peut-être déjà lui le meilleur joueur, tu vois. Bon, pour conclure, est-ce que Phil Jackson, c'est un fiasco à New York? Oui, non? En tout cas, ça fait 3 ans que ça fouettasse. Hein. Moi, je répète ce que je dis. Ça a été compliqué à l'allumage. Il a enfin, pour la première fois en 3 ans, il a enfin un effectif où il peut se dire logiquement, tiens, je vais jouer les playoffs. Ouais. Maintenant, je trouve que dans ses choix, notamment de coach, dans ses choix, il n'arrive jamais à avoir ses premiers choix. Et donc c'est ni oui ni non. Il n'arrive pas à attirer le monde. Non, mais il n'arrive pas à attirer le monde qui veut. Et ça, c'est un peu inquiétant quand on est un président. On se souvient, Pat Riley a réussi à attirer les gens. Les Warriors arrivent à attirer les gens, Kevin Durant notamment et tout. Et Pat Riley et Phil Jackson n'y arrivent pas. Bon, ok. Ouais. Eh ben, on passe au top 5. Ils sont beaux, enfin certains, ils sont forts. Ils sont forts, ça c'est sûr. Les MVP top 5, en 5, on a Blake Griffin. En numéro 5, dans ce Power Ranking, on a décidé de vous faire, après un mois de compète, notre petit classement des MVP, ça s'est arrêté aujourd'hui. On va commencer avec Blake Griffin, donc c'est le numéro 5 sur la liste, donc 21,6 points, 9,4 rebonds, 4 passes, 48% au tir. Blake Griffin, alors on aurait pu mettre Chris Paul. Tu vois, on s'est posé la question. Moi, j'aurais peut-être mis Chris Paul parce que c'est vraiment le leader dans le jeu et tout, mais Blake Griffin pour le récompenser, parce que je sens, on en a parlé dans le débat la semaine dernière, je sens de la maturité, je sens qu'il est épanoui. Alors il fait des trucs, il fait des passes, il remet des dunks. On a vu son énorme dunk sur Robin Lopez. Donc aujourd'hui, il est clairement dans la course parce que son équipe a un super bilan. Et qu'aujourd'hui, dans le top 3 des meilleures équipes de la Ligue, il y a les Clippers. Donc il faut évidemment les récompenser en mettant un de leurs meilleurs joueurs dedans. Si les Clippers finissent premiers à l'Ouest, clairement, Blake Griffin va récolter des voix. Je trouve qu'il a épuré son jeu, qu'il est beaucoup moins... il s'égare beaucoup moins, il shoot beaucoup moins à 3 points. Et devinez quoi, il est beaucoup plus efficace et son équipe va beaucoup mieux. Donc non, c'est très bien. Et c'est toujours intéressant de voir des joueurs évoluer comme ça pour aller enfin gratter le très très haut niveau. Au bout d'un moment, quand on enlève tout le superflu, pour aller gratter le niveau, ça c'est toujours intéressant à voir. Bon, en numéro 4, DeMar DeRozan. Ouais, DeRozan, mais ça fait partie de ces mecs qui donc ont clairement évolué d'une saison à l'autre. Donc il est quand même à 31,4 points, 48% au tir, 5 rebonds, 3,5 passes. Il sort de son plus mauvais match. Donc c'est à Sacramento, donc 12 points, 3 sur 15 de mémoire. C'était ce matin, ce genre de mémoire, tu sais. Donc à Sacramento, donc sa moyenne se fait ressentir. Il était à 34 points il y a 2 jours. Et aujourd'hui, alors, il fait partie du top 3 des arrières dans la Ligue aujourd'hui. Et quand je le vois évoluer avec confiance, avec aisance, faire du Kobe par moment, des petits fadeaways, des trucs, sans tirer beaucoup à 3 points, clairement, il a sa place aujourd'hui dans le classement des MVP. Et surtout dans une équipe qui marche pas mal, qui est 5e pour l'instant de la conférence Est. Qui marchait très bien jusqu'à la semaine dernière. Qui marchait très bien jusqu'à la semaine dernière. On le voit surtout finir des matchs. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on veut voir ce dont on a envie de voir chez les superstars, c'est les mecs qui finissent les matchs, qui prend la balle. T'inquiète pas, allez, on va gagner, donne la balle à papa. Voilà. Et ça c'est voir l'évolution des joueurs. Parce que mettre des points, finalement, oui, très bien, il y en a beaucoup qui sont capables d'en mettre. Mais faire gagner des matchs. 31 quand même. Non, mais faire gagner des matchs dans des équipes qui jouent le haut de tableau, ça, tout de suite, on sent qu'on franchit des caps. Et c'est ce que DeMar DeRozan fait en ce moment. J'ai envie de dire presque seulement à la troisième place, LeBron James. Ouais, parce qu'il force pas son talent. On connaît ses qualités physiques, ses qualités techniques. Il est tranquille. Pour l'instant, les Cavs survolent la conférence Est. Il n'a pas besoin de forcer, mais quand il force, ça fait mal aux dents en général. Il sera certainement une fois de plus dans la course, même si moi j'ai un peu de mal à croire qu'il veut jouer le rôle du MVP. Il y a beaucoup de mecs un peu plus jeunes que lui qui font beaucoup de choses et qu'on pourrait peut-être récompenser à la fin de cette carrière, de cette saison. 4 MVP déjà. Donc lui, il a 23 points, 9 passes. Donc pour l'instant, il est sur les bases de sa meilleure carrière, sa meilleure performance en carrière sur les passes décisives. 9, c'est énorme. Faut pas oublier qu'il joue meneur. Là, on va rentrer dans 3 mecs avec des profils très différents, mais clairement. Rentrer dans 3 mecs. Oui, pardon, je vais rentrer. Oui, bref, tu m'as compris. Je fais ce que je veux, ok, en fin de soirée, tu m'embêtes pas. Donc 23 points. Donc 9 passes, 8,4 passes. Rebond et 3,5 pertes de balles parce qu'il a tout le temps la balle dans les mains. Il fait des bons choix, 9 passes, mais ces mecs-là qui jouent la plupart des possessions de leur équipe, forcément ils font des stats. Mais il faut l'assumer aussi. Et c'est ça qu'on demande à LeBron depuis 10 ans et c'est ce qu'il fait avec aisance et facilité. Ouais, la perfection, clairement. Juste avant lui, on a la place numéro 2, c'est Russell Westbrook. Russell Westbrook. Alors la seule grande différence par rapport au mec qu'on vient de citer, c'est que Russell Westbrook, pour l'instant, son bilan est en train de chuter un petit peu. Il fait beaucoup de choses, on en parlait ce matin dans la matinale. Il remplit des cases, il fait des triples-doubles, déjà 5 cette saison, c'est énorme, il est parti sur un rythme, je pense qu'il... T'es à 18 l'année dernière, c'était un record, je pense qu'il y a moyen...
c'est peut-être possible qu'il dépasse les 20. On voit ça, plus de 31 points, plus de 10 passes. Et il est quasiment un triple-double de moyenne. C'est énorme. Mais j'ai l'impression que son équipe autour de lui le regarde de plus en plus jouer. Oladipo met quelques paniers, mais Adams ne met plus que des points sur du ramasse-miettes. Et parce qu'il a un pourcentage quand même bien tragique, notre ami Russell Westbrook. Donc oui, ça donne beaucoup de rebonds offensifs. Mais le jeu collectif, et là vraiment le mot collectif du Thunder est assez inquiétant. Et si le Thunder, ce que je crois depuis le début, ne fait pas les playoffs, Russell Westbrook ne sera pas dans la course pour le titre de MVP. Là, clairement, je te rejoins là-dessus. S'ils ne sont pas en playoff, eh ben, il va dégringoler dans la course, malgré des stats extraordinaires, dans la course au MVP. Malgré tout, c'est un power ranking de MVP. Et moi, dans MVP, je regarde quand même les statistiques. Et quand je vois des stats à triple-double après 15 matchs joués, je me dis, waouh, il y a phénomène. Il y a phénomène. Et donc là, aujourd'hui, Westbrook, on ne peut que dire, malgré les défauts, malgré les fins de match, malgré il perd des balles, malgré tout ce qu'on veut, là, aujourd'hui, il est en triple-double de moyenne et c'est du jamais vu. Il est sur des bases de Oscar Robertson. Et ça, il faut le saluer. Au bout d'un moment, non? Tu crois pas que... Salut Russell. Salut l'artiste. C'est qui regarde First All, forcément. Et la première place, c'est James Harden. Oui, James Harden. Donc on arrive avec LeBron, Westbrook et Harden, qui sont tous les trois dans le top 6 des mecs qui perdent le plus de ballons. Normal, parce qu'ils jouent tous les ballons de leur équipe. Donc James Harden, c'est... tranquille, 28,7 points, 12,5 passes, excusez du peu, 7,8 rebonds, 46% au tir, donc c'est des bons pourcentages, 5,3 ballons perdus par match, normal. Mais c'est encore ces mecs-là qui jouent tous les ballons. Est-ce que tu as souvenir, là je me pose une vraie question, depuis 15 ans, parce qu'avant il y avait l'époque des All-Stars, donc T-Mac, Kobe, tout ça, ils jouaient tous les ballons. Là aujourd'hui, depuis 10 ans, Iverson, depuis 10 ans, est-ce qu'on a vu des mecs jouer autant de ballons dans leur équipe? Non, tu vois, c'est une espèce de... C'est un petit peu un retour en arrière. Exactement. C'est un petit peu un retour en arrière, mais moi, tu vois, James Harden, on a les numéro 1, parce que pour moi, si je devais voter aujourd'hui, je mettrais James Harden. Aussi, ouais. Parce qu'il découvre un poste, même s'il le jouait officieusement, il découvre ce poste, il est quand même meilleur passeur de la ligue. 12,5, c'est pas genre... C'est incroyable, et puis il a une influence sur son équipe qui est pas très mal. On se souvient que l'année dernière, c'était très compliqué pour Houston, et qui finalement, cette année, Houston, ils sont 5 ou 6e en ce moment de la conférence. Ils sont pratiquement le même bilan que OKC. Ouais, avec un match de plus. Tu vois, il faut... tu vois ce que je veux dire? Oui, mais la courbe est différente. Peut-être. Tu vois, moi, je pense qu'OKC, en 15 matchs, on les a vus faire ça et ça. Alors que Houston, c'est monté comme ça crescendo. Et c'est ça. Et tu verras que dans la durée, je pense que ce que fait Houston est beaucoup plus viable dans le temps que ce qu'est en train de proposer OKC. Et donc James Harden, pour moi, c'est mon MVP du moment. Il est tout simplement trop fort. Et on parle de mec qui finit les matchs. Il nous a fait rêver à mettre des crosses, step back fous. Et c'est aussi pour ça qu'on attend. C'est là qu'on attend ces mecs-là, c'est-à-dire faire gagner des matchs, avoir des actions d'éclat. Parce que la NBA, c'est aussi ça, des belles images. Et c'est clairement d'avoir des buzzer beaters, des dunks dans la tête. Mais et clairement, il le fait. James Harden, il y a 2 ans, il est en course avec Steph Curry pour le titre de MVP. S'il est MVP il y a 2 ans, c'est pas un scandale. L'année dernière, il fait un début de saison tragique. Donc on l'oublie pour la course au MVP parce que les Rockets ont un bilan compliqué, mais il fait une deuxième partie de saison monstrueuse. Il est en ce moment dans son prime depuis presque 2 ans et demi, et c'est à le voir, c'est magnifique. Il a 27 ans. Ouais, c'est à 27 ans. Bon, on n'a pas encore parlé de Curry, Durant, Davis, Leonard, forcément là. Faut qu'on en parle un peu de ces gars. C'est toutes les mentions, hein, évidemment. Alors c'est dingue de retrouver Curry et KD. On parlait au tout début de la saison, est-ce qu'un mec des Warriors pourrait être MVP? Franchement, et c'est ce que je vous disais il y a un mois, c'est que si les Warriors font un bilan de fou, tu vois, genre arrivent à 10, 12, 13 défaites à la fin de la saison, pourquoi pas mettre un Curry ou un KD qui sont à 25-30 points avec des hauts pourcentages? Pourquoi pas? Tu vois, enfin, on pourra se poser la question en fin de parcours. Pourquoi pas? Et surtout quand je vois que comme Steph Curry a repris un petit peu les choses en main, parce que la bonne forme du moment, c'est parce que Steph Curry remet des cartons, parce qu'on retrouve le Steph Curry de ces 2 dernières années, où c'est lui le numéro 1 de l'équipe. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas? Ça ferait 3 MVP, c'est pas arrivé depuis très très longtemps, je pense. D'affilée, ouais. Bonne question. Je sais pas quand d'ailleurs. Ouais, bah, peut-être Jordan ou un truc comme ça. Et puis je crois que la concurrence cette année, elle n'a jamais été aussi féroce. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu aussi grosses perfs. Ça fait qu'un mois et demi, mais en tout cas, on n'a jamais rarement vu un power ranking au bout d'un mois et demi avec autant de mecs comme ça. Clairement. Bon, ben voilà pour le top 5 des MVP. Nous, on passe à la rubrique All-Star pas All-Star. In overtime, and Michael has the ball, again guarded by Shawn Marion. The fadeaway. Qu'est-ce qui a retenu cette semaine votre attention, messieurs? Peut-être un Jojo Embiid qui a aussi battu son record en 20 minutes de match. Je ne vais pas le faire toutes les semaines. Je vais pas faire toutes les semaines, Jojo Embiid, même s'il me régale. Moi, ce qui a retenu mon attention cette semaine, c'est les Français d'Espagne. Ah bah bravo, merci de parler NBA. Mais c'est les Français d'Espagne parce que ce soit Edwin Jackson, qui est quand même ni plus ni moins que l'un des meilleurs scoreurs. Le meilleur scoreur de la Ligue espagnole. Donc déjà, c'est un exploit incroyable. Puis alors, puis facile, hein. Scoreur, tonton, met des dunks dans les poires et tout.
Antoine Joe, monstrueux face à Vitoria avec 28 points et 26 dévals, merci Steph pour les stats. Rodrigue Bobois hier aussi qui met 22 points en 24 minutes. Kim Tilly avec Vitoria pareil et tout. Voilà, donc il y a des Français qui sont allés en NBA et qui sont revenus. Il y en a qui n'ont pas pu y aller. Hein, mais voilà. C'était Nando, mais Nando de Colo fait partie de... Il ne joue pas en Espagne. Hein. Non, il joue pas en Espagne, mais... Non, en fait, tu sais pourquoi je pensais à ça? Je pensais à l'équipe de France qui a eu le changement de calendrier. On va voir des matchs de l'équipe de France courant de l'année. Et c'est tous ces mecs-là qu'on va retrouver normalement. Il n'y aura pas les joueurs NBA, donc ce seront ces mecs-là. C'est très rassurant. Comme quoi, on peut faire une énorme carrière aussi en Europe. Et bravo à ces Français-là. Ils prennent du cash aussi, ils prennent du cash quand même. Cette génération Batum, hein, c'est pour la plupart. Bravo à eux. Voilà. Bon, est-ce qu'on revient en NBA avec toi? Ouais, moi je reviens en NBA. Alors, vous n'avez pas parlé de Jojo Embiid, donc je vais en parler, mais pas lui tout seul. J'ai envie de parler de la révolution des big men. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a plein de nouveaux pivots qui arrivent et qui ont des mains, qui ont des moves? Regarde, là, juste comme ça, donc Marc Gasol, Pau Gasol, tout ça, vite fait. Ils viennent pas d'arriver, non, on passe. Brook Lopez, tes jeux, Klay Thompson, lourd. Hassan Whiteside fait des stats, alors c'est pas ton préféré, mais il fait des stats. André Drummond, Vucevic, Jokic. Drummond, il a des mains. Mais non, il a pas de main. Non, c'est des big man établis, calme-toi. Ah, d'accord. Ouais, un mec qui a 15 rebonds de moyenne, j'ai le droit d'en parler. Tragique. Tu fais comme tu veux avec tes mecs. Ensuite, Valanciunas, Karl Anthony Towns, Jojo Embiid, Okafor, Cousins, c'est peut-être le retour enfin des pivots dominants et à qui tu as envie de donner la balle pour marquer des points. Ah bah c'est une très bonne nouvelle. Eh oui, très bonne nouvelle, je trouve aussi. Moi, ce qui a retenu mon attention, voilà, tu as tout cassé. Ouais, non, c'est bon. Ce qui a retenu mon attention, bien, c'est le premier match de Marshall Plumlee. Ah oui, lui, le gars, il était en D-League le samedi soir. On l'appelle pour défendre sur Dwight Howard. Finalement, il prend un train, il prend un taxi, mais le taxi, il y a trop de trafic jam. Il paye $60 pour qu'il grille le feu rouge. Finalement, ça va pas assez vite. Il arrive en courant. Il arrive au milieu du deuxième carton. Il rentre directement et là, il fait un super match. Il fait un sprint de fou. Et là, il est rentré, il a fait un sprint de tonton plein axe là. Mais ça fait penser, tu sais, quand t'es cadet, que tu doubles avec les seniors à l'ancienne. Le mec, il arrive, il change son slip, il va jouer. Petit claquage au calme. Voilà. Mais ça, c'est dingue de se dire qu'à NBA, il arrive des histoires comme ça. C'est le côté humain de la NBA. Bon, voilà. Et c'est rassurant de temps en temps. Ce ne sont pas que des machines. Voilà. Bon, il n'est pas All-Star alors. Moi, le pas All-Star, c'est les lignes arrière des Nets. On en a parlé tout à l'heure un peu plus tôt. C'est trop catastrophique. Pour un niveau NBA comme ça, avoir 3 mecs aussi tragiques que ça, Yogi Ferrell, Kilpatrick et Whitehead, j'ai rien contre eux, mais c'est clairement pas des joueurs NBA. Et je crois que surtout sur le marché américain, il y a quand même moyen d'avoir des meneurs de jeu qui ont un peu plus. Quand on voit les Pelicans, qu'ils ont réussi à sortir Tim Frazier l'année dernière, il y a des mecs aux États-Unis qui savent jouer meneur. Alors arrêtez d'aller me prendre des mecs qui ont des physiques de piliers de rugby moderne. Bon, elle tient de Paul, ça. Bah ouais, c'est un truc dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais donc dans la nuit de dimanche à lundi, il y a eu un effet, un truc arbitral un peu incroyable avec Terence Ross qui a donc égalisé à Sacramento, donc lui joue à Toronto, à Sacramento, à la dernière seconde, il y avait 3 points d'écart, il tire de 12 mètres à peu près, il marque. Et en fait, il y a eu une espèce d'imbroglio total. Ouais, c'est mieux comme ça. C'était pas le défi, hein. C'était pas le défi du jour de le placer, mais tu l'as placé. Non, mais j'avais envie, comme ça, tu vois. Et donc, on s'est demandé, remise en jeu, Cousins touche la balle, lui, il arrive, il tire. Accordé, finalement, review des arbitres, et là ils disent non, ça a été effleuré par Cousins, ça ne marche pas. C'est une action qu'on n'avait jamais vue encore en NBA, non, un truc, une vraie jurisprudence. Parce qu'aujourd'hui, en le regardant une quinzaine de fois, je suis incapable de dire si oui, il fallait l'accorder ou pas l'accorder. J'ai même pris mon téléphone pour mettre 2 secondes 4 et ça marchait pas. Donc tu vois. Bah, parce que t'as un Nokia déjà. Ouais, 3310, ouais, il est relou. Mais moi je pense qu'il faut l'accorder ce panier, dans l'esprit du jeu. Voilà. Alors, les Kings auraient certainement peut-être gueulé, dire mais dans l'esprit du jeu, il faut l'accorder. Ouais. Et Dwayne Casey était très remonté, mais bon, c'est un peu un pléonasme, hein, Dwayne Casey très remonté, il est tout le temps énervé, mais là, pour le coup, dans l'esprit du jeu, mec, mais il y a un super système déjà pour Terence Ross. Ouais. La balle est effleurée. Après, tant qu'on aura des humains, et c'est bien qu'il y ait des humains à la table de marque, ben oui, forcément, on ne sera jamais au quart de seconde ou au dixième de seconde près. Donc voilà, cette latence humaine, eh ben, qu'elle serve à accorder des paniers énormes comme ça et pas à les refuser. Bon, moi, j'ai pas tellement un pas All-Star, c'est plus un clin d'œil qui m'a fait bien rire. A cappella with Capella, je sais que c'est un gars qui a déjà chanté pour vous, Clint Capella, le pivot suisse des Rockets, a sorti une chanson qui est une reprise de I Want You Back. C'était à mourir de rire, en plus c'était bien fait. Mais il chante bien, Clint. Ouais, mais là, dans cette version, il chantait pas très bien. D'ailleurs, toute la team des Rockets, oui, il faut aller voir, c'est vraiment sympa. Bon, c'est quasiment la fin de cette émission. Moi, j'ai envie de remercier toute l'équipe qui nous accompagne au quotidien pour vous fournir toutes les vidéos que vous voyez tous les jours avec le breakfast
First, avec bientôt le First Day Show. Mais, Les journées travaillent. On espère cette semaine, on croise les doigts, on espère cette semaine. mais avant, évidemment, toutes les semaines, on a besoin des remerciements d'Erwan. Bien sûr, je vais remercier encore. Allez, tu peux envoyer le. Tu veux venir faire les remerciements? Il y a Wax qui est là. Allez, Wax. Il y a Stephen Wax. Alors, Salut les mecs. Putain, ça va quoi? ça va, cool, mec. Alors, le premier à remercier, c'est Mel Daniels. Vous savez que quand il sortait, qu'il ne comprenait pas les systèmes, son coach, il disait Mel, assis-toi, faut que je te parle. Son frère s'appelle Jack. Voilà, Jack aussi, voilà, était facile. Et l'autre, c'était Léon Benbow. Et on dit, lui, mais il est bien bon sur le terrain. Il est bien bon sur le terrain. Ouais. Il joue à Saint-Etienne. Il est bien bon sur le terrain. Il nous manquait ton rire, Stéphane. Stephen. Un jour, elle va t'appeler Je vais dire, Jean-Stéphane. ouais. Voilà. Bon, au programme de la chaîne, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, tous c'est les un peu lundis, bordel pour First finir. Talk. Oui, là, non, mais là, franchement, les gars, tous les lundis, donc vous avez rendez-vous avec First Talk. Tous les matins avec Breakfast. Et puis prochainement, Wax sera avec nous. Wax et Steph, ouais. Wax et Ouais, Steph. bah, les deux seront là. Voilà, c'est ça. Mais ils seront séparés. Bon, pensez bien à vous abonner, les gars, hein, c'est important. Twitter, Facebook, Instagram, tout, à la chaîne YouTube, évidemment. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On souhaite une Et on revient avec plein de surprises. Voilà, on revient à la semaine prochaine avec plein de Avec des surprises. trucs Jordan. Attention, on n'en dit pas plus. Bon, eh ben à la semaine prochaine. Allez. Salut. Oh Come on, man.